Bonsoir et bienvenue, voici le sommaire de BBC Info. Au lendemain du discours sur l'état de la nation, les Ivoiriens saluent le retrait du président Alassane Ouattara. À suivre également au Nigeria, des millions de personnes ont été expulsées des bidonvilles au cours des 20 dernières années. Et rencontre avec la pilote botswanaise Gomotso Fatsima est vue encourager les jeunes filles à se lancer dans le secteur aéronautique. En Côte d'Ivoire, la classe politique a salué presque de façon unanime la décision du président Alassane Ouattara de se retirer du pouvoir à la fin de son mandat. Après de longs mois de suspense, le président ivoirien a déclaré hier qu'il n'est pas candidat à la présidentielle d'octobre, une décision qui a suscité de nombreuses réactions. Merci. Moi, je pense que le président Ouattara a libéré tout le monde. Il faut savoir faire la paix. Il a su bâtir une famille politique. Et nous avons le défi de la cohésion. Il a bâti une famille politique. Et il n'est pas candidat, mais il sera encore là pour nous. Et il a dit qu'il sera là pour continuer à apporter sa contribution à l'avancement du pays. Je crois que c'est à son honneur, c'est un acte fort qui lui permet de sortir dignement de scène. Et il faut le saluer. Réaction plutôt positive également au sein de la population. Écoutez. Je pense que c'est une bonne décision parce que le président il est sage, il a beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. Voilà, vous savez en Afrique, très souvent quand on parle de troisième mandat, ça envoie des troubles. Voilà, donc si le président il a réfléchi, le président aussi a des conseillers. Donc si aujourd'hui il vient devant la nation et puis il tient ses propos, je pense qu'il sait ce qu'il a fait. Actuellement c'est lui le président, voilà, il connaît un peu le peuple, il connaît la vie du peuple. S'il décide de ne plus se présenter et céder la place aux autres, c'est pour la paix qu'il le fait. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative de sa part parce qu'il a vraiment beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a construit des routes et tout, nous tous le savons et je pense qu'il est temps pour lui de laisser la place à la nouvelle génération. Dans l'actu également, la France a autorisé l'extradition de François Compaoré, le frère de l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Il est recherché pour le meurtre du journaliste Norbert Zongo, assassiné en 1998. François Compaoré est accusé d'avoir commandité le meurtre du journaliste. Ce dernier enquêtait sur la mort du chauffeur de l'accusé. Le frère de l'ex-président avait fui en France au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. L'avocat de la partie civile se réjouit de la décision des autorités françaises. Tous les Burkinabés, depuis plus de 20 ans, sont attachés à ce dossier qu'ils considèrent comme emblématique dans le cadre de la lutte contre l'impunité au Burkina Faso. Donc, ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'un citoyen lambda comme Norbert Zongo, dont le seul tort était de lutter pour plus de démocratie et d'état de droit au Burkina Faso, et puis être aussi sauvagement assassiné un jour de 13 décembre 1998 sur la route de Sapouy. Donc je crois qu'il y a une grande satisfaction dans l'opinion publique vis-à-vis de l'avancée de ce dossier. Pour moi, il serait inacceptable que François Compaoré n'ait pas à répondre des faits qui lui sont reprochés devant la justice de son propre pays. Un pays dans lequel il a eu des responsabilités tout de même de très haut niveau. Et c'est pour ça que nous restons certains que tôt ou tard, mais mieux vaut tôt que tard, François Compaoré comparaîtra devant la justice burkinabé. Le reste de l'actualité en bref. L'ambassade américaine à Tunis visée par un double attentat suicide. Un policier est décédé, 5 autres personnes ont été blessées. Le dernier attentat en date en Tunisie remontait à fin juin 2019. Le Cameroun et le Togo ont chacun confirmé leur premier cas de coronavirus. Au Cameroun, il s'agit d'un ressortissant français qui est arrivé dans la capitale Yaoundé en février. Au Togo, la patiente est une résidente de la capitale Lomé qui s'est rendue récemment en Europe. Et le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu d'un cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idlib. Celui-ci est entré en vigueur après des mois de bombardements intenses par les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés russes.
Place au grand angle de ce BBC Info. Malgré son statut de plus grande économie d'Afrique, le Nigeria ne parvient pas à fournir un logement adéquat à l'ensemble de la population. Selon un rapport des Nations Unies, des millions de personnes ont été expulsées des bidonvilles au cours des 20 dernières années, souvent avec un préavis très court et sans qu'aucune proposition de relogement ne leur soit donnée. Reportage de Maïni Jones et Marina Darras. Vu du ciel, le quartier d'Oko Agbon de Lagos, dans le célèbre bidonville flottant de Makoko, a un aspect presque pittoresque. Mais vu d'en bas, l'image est bien différente. Malgré les conditions, ce quartier a été un refuge pour certains. Dossou Francis a emménagé dans ce hangar il y a 3 ans, après avoir été expulsé d'une autre communauté riveraine. Depuis, il vit ici avec sa femme et son fils. Depuis que nous avons été expulsés de Todombamé, cela n'a pas été facile. La vie n'a pas été facile du tout pour moi. J'ai 3 enfants qui vont à l'école et je n'ai pas les moyens de payer leurs frais de scolarité. Je n'ai pas les moyens de les nourrir. Alors j'ai dû en envoyer 2 à ma première fille qui est mariée. Et seulement un de mes fils vit ici avec moi. Rien ne nous a été donné. Personne ne nous a donné d'argent. En janvier, on estime que 10 000 personnes ont été expulsées de la communauté de Tarkwa Bay, située en bord de mer, et ces personnes veulent que justice soit faite. C'est la pire expulsion jamais réalisée. Elle n'est pas enregistrée, un préavis seulement d'1 heure. Non mais qui fait ça? Et puis qui va à l'école expulser des enfants? Sérieusement? Selon eux, ils ont été expulsés pour permettre l'arrivée d'un luxueux lotissement en bord de mer. Les autorités nient ce fait, affirmant que des membres de la communauté exploitent illégalement des oléoducs. Mais quand nous nous dirigeons vers la baie de Tarkwa pour nous faire notre propre avis, nous sommes vite arrêtés. Notre reporter ici explique que nos équipes ont dû quitter Tarkwa Bay après avoir été renvoyées par les autorités. En cause, le fait de ne pas pouvoir filmer sur l'île. Tout ce que nos équipes souhaitaient faire était simplement de demander à un résident ce qu'il pensait de son éviction prochaine. Une fois que les bidonvilles ont été nettoyés, ils sont souvent remplacés par des appartements de luxe. Mais trop chers pour la majorité, ceux-ci restent généralement vides. There are some vacant buildings in Lagos. Why you have thousands of people sleeping rough? Il y a quelques bâtiments vacants à Lagos, alors que vous avez des millions, des milliers de personnes qui dorment dans la rue, n'ayant pas accès à un logement adéquat. Au Royaume-Uni, par exemple, on peut disposer de logements publics, de logements sociaux, d'autres types de logements. Je ne suis pas sûr que nous soyons arrivés à ce stade. Mais surtout, je ne pense pas que le gouvernement ait les ressources nécessaires pour s'en occuper. 3 ans après son éviction, des immeubles de luxe se développent dans le vieux quartier de Dossou, mais lui reste dans la misère, en recherche désespérée d'un logement. On va parler de femmes maintenant avec la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu ce dimanche. L'occasion pour nous de nous intéresser au secteur de l'aviation, dominé depuis toujours par des hommes, une situation que la pilote Gomotso Fatima veut changer. Et c'est dans ce but qu'elle a créé au Botswana Dare to Dream, qui signifie en français « Oser rêver », une fondation qui encourage les jeunes filles à se lancer dans le secteur aéronautique. Regardez. Depuis toute petite, je savais que j'étais faite pour voler. Le monde de l'aviation est dominé par les Blancs et les hommes. Et donc je voulais devenir l'une de ces femmes qui poussent les jeunes filles à s'imposer dans l'aéronautique et l'aérospatiale. L'industrie de l'aviation compte seulement 8% de femmes. C'est aussi ce constat qui m'a rendue si passionnée et dévouée et qui m'a permis de percer. Je veux inspirer les jeunes africaines à devenir non seulement pilotes, mais aussi médecins ou avocates dans cette industrie. Ici, on enseigne aux jeunes la robotique, le codage, l'utilisation de drones, l'entrepreneuriat.
On leur permet également de voler et d'en apprendre un peu plus sur le monde des affaires. Tout cela permet de développer leur assurance. Je suis arrivée ici après avoir rencontré des femmes pilotes dans l'armée. Elles sont venues dans ma ville et j'ai adoré leur style et la manière dont elles manœuvraient dans les airs. Je voulais devenir comme elles. J'ai postulé dans 43 écoles en Afrique du Sud pour apprendre à piloter. Ma famille n'approuvait pas mon choix. Ma mère disait que c'était vraiment trop risqué pour une jeune fille qui vient d'un milieu modeste de piloter. Il me disait d'aller à l'université pour devenir professeur. Alors je suis allée à l'université et j'ai obtenu un diplôme en sciences, spécialité mathématiques et physique. Et donc après ça, je suis devenue enseignante. Mais en 2009, le Botswana a décidé d'enrôler sa première femme pilote militaire. J'ai postulé et j'ai alors su que j'allais pouvoir réaliser mon rêve. Un parcours inspirant, mais il y a encore peu de femmes décideurs en Afrique. Pourquoi? J'ai posé la question un peu plus tôt à Sylvie Daloudé, consultante franco-béninoise. En Afrique, comme dans le reste du monde, la présence féminine à des conseils d'administration, conseils de surveillance est encore à améliorer. Alors en Afrique, on a à peu près des pourcentages selon les pays entre 5 et 20% de présence des femmes dans les conseils. Des pays qui ont les plus forts taux, donc on va retrouver des pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Kenya. On remarque également que ce sont des pays qui, par ailleurs, proposent une meilleure représentativité des femmes. Quels efforts, quels moyens doivent être mis en œuvre pour améliorer la situation? Alors effectivement, tout ce qui pourra venir en fondement d'un meilleur climat des affaires et d'une meilleure parité va permettre aux femmes d'accéder à ces rôles, puisque ce sont souvent des rôles auxquels on accède après avoir fait une certaine carrière. C'est la page des sports avec Emmanuel Coste et vous allez nous parler du premier quart de finale de la Ligue africaine des champions ce soir, un match entre l'Espérance de Tunis et le Zamalek. Oui, super match entre deux grands d'Afrique, bien sûr, qui ont gagné la Ligue des champions à plusieurs reprises. Ça se passe à Aradès, près de Tunis. L'Espérance de Tunis, tenant de cette Ligue des champions, doit gagner 2-0 pour se qualifier pour les demi-finales, car le Zamalek, en terre égyptienne, elle avait emporté 3-1 au match aller. 3-1, c'était aussi le score de la Super Coupe d'Afrique. Et oui, c'est aussi la revanche de cette Super Coupe d'Afrique. Ce soir, le Zamalek, à Doha, il y a quelques semaines, s'était imposé 3-1. Donc vous l'aurez compris, troisième rencontre en l'espace de quelques semaines entre ces deux grands clubs. Naby Keïta, le milieu de terrain guinéen de Liverpool, a fait savoir que l'un des joueurs blessés dans l'accident de la route en Guinée, dont on parlait hier d'ailleurs, est un de ses cousins. Je vous rappelle que le minibus qui transportait l'équipe et le staff technique du club de 2e division de l'Étoile de Guinée avait dérapé, d'après un témoin, puis heurté un arbre à la hauteur du village de Timbo, dans le secteur de Mamou, à 275 km de Conakry. La première ligue anglaise de retour demain pour la 29e journée. Quelques matchs à mettre en exergue. Liverpool-Bournemouth à 12h30 GMT. Liverpool qui intrigue un petit peu, avec 3 défaites au cours de ces 4 dernières rencontres. Une défaite en Ligue des Champions, une autre en championnat samedi dernier et puis une autre en coupe cette semaine face à Chelsea. C'est l'occasion face au 18e Bournemouth de se relancer. Également un derby londonien que j'aurai le plaisir de vous commenter en direct et en intégralité demain à la radio dans Samedi Foot. Arsenal-West Ham, les horaires de Samedi Foot, 14h45, 17h30. Et puis je dirais surtout le derby de Manchester, ce sera dimanche après-midi entre United et City à l'Old Trafford. Le paradoxe, c'est que lorsque ces deux équipes se sont rencontrées déjà à 3 reprises cette saison, et bien à chaque fois, l'équipe visiteuse a gagné. Donc un a priori favorable peut-être pour Manchester City, privé quand même du stratège belge Kevin De Bruyne. Merci Emmanuel Coste et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez l'ami Noureddine Konkobo pour BBC Echo et dimanche, Mariam Lawari sera aux manettes de BBC Hebdo. Bonne soirée à tous, au revoir.